quand Elon surprend par hasard sa fille adoptive Esther. En train d'aller aux toilettes, elle est stupéfaite de découvrir que cet enfant de 7 ans a déjà des poils pubiens. Le doute s'insinue dans l'esprit d'Elon. Il semble qu'Esther n'est pas une petite fille ordinaire. Cependant, ce n'est que le début d'une série d'événements terrifiants. Ce soir-là, pour vérifier la vérité, Elon propose de donner un bain à Esther. Mais à sa grande surprise, la petite fille a insisté pour que son père lui donne le bain. Mark, le père adoptif naïf, n'avait pas encore compris la gravité de la situation. Heureusement, Hélène a habilement refusé la demande d'Esther. Quand la baignoire était pleine, Esther hésitait à enlever ses vêtements, et a même prononcé des paroles acerbes. « Tu es vraiment trop autoritaire, maman. Tu n'es même pas ma vraie mère. » Ces mots laissèrent Hélène stupéfaite. Au début, elle ne voulait pas s'en mêler. Elle avait prévu d'aider Esther si la petite ne voulait pas agir seule. Mais Esther repoussa l'idée en disant qu'elle n'en avait pas besoin. Hélène était complètement désespérée. L'attitude d'Esther avait changé radicalement, comparée à son adorable comportement initial. Quelques jours auparavant, Hélène et Mark étaient remplis d'enthousiasme en arrivant à l'orphelinat. Ils avaient déjà 3 fils et rêvaient d'avoir une fille pour compléter leur famille. Afin d'éviter une nouvelle grossesse avec un garçon, le couple a décidé d'adopter. Même si Esther devait s'appuyer sur un déambulateur pour se déplacer, cela ne les dérangeait pas du tout. Lors de leur première rencontre, Esther n'était pas du tout timide. Quelques mots échangés ont suffi à séduire Hélène et Max. Leur rêve d'avoir une fille s'était enfin réalisé, et ses 3 frères aînés ont également accueilli leur nouvelle sœur avec enthousiasme. Mais le premier problème est rapidement apparu. Lors des démarches d'adoption, le responsable a expliqué que les anciens parents adoptifs d'Esther lui avaient fait subir une opération, et que les 7 000 $ de frais devaient être pris en charge par la nouvelle famille. Le couple s'est immédiatement senti dupé, même concernant les jambes. Esther n'allait pas bien et n'avait pas été prévenue. Ils ont décidé d'en discuter en profondeur, car c'était une grosse somme ajoutée aux frais de subsistance d'une famille de 6 personnes. Pendant qu'Hélène et Mark hésitaient encore, Esther est soudainement arrivée, se plaignant qu'il n'y avait pas de petit déjeuner. Voyant la pauvre petite, Hélène serra les dents et décida d'utiliser le fonds d'urgence de la famille. Et Mark a également soutenu sa femme. Cette décision est devenue le début du cauchemar de toute la famille. Avant de rentrer à la maison, ils ont emmené Esther dans un restaurant au bord de la mer pour manger et s'amuser. Cependant, Esther a complètement changé de style. Auparavant, elle avait dit qu'elle n'avait pas déjeuné, mais elle n'a pris qu'une bouchée du plat délicieux devant elle, puis est partie après avoir vu les garçons jouer sur la plage. La petite fille a immédiatement demandé à Elon de la porter. Elon a simplement dit d'attendre qu'il ait fini de manger un peu. Esther est alors entrée dans une colère noire. Rien à voir avec une gentille fillette de 7 ans. Je veux aller jouer tout de suite. Le plus étrange, c'est qu'Esther a pu se débarrasser de son cadre de marche et courir vers la plage. Cette scène a laissé Elon et Mark stupéfaits. Pendant le vol de retour, Elon a trouvé la réponse dans un livre. Bien que le nanisme congénital rende les os d'Esther anormaux, ce n'est pas complètement impossible de marcher. Peut-être qu'à ce moment-là, elle voulait juste tellement aller à la mer qu'elle a supporté la douleur pour courir. Donc le couple n'a plus de doute. En rentrant à la maison, ils emmènent Esther voir la chambre de princesse. Rose soigneusement préparée. Esther pensait qu'Hélène, la décoration est trop enfantine. Mais quand Hélène a dit que Mark était le décorateur, Esther a immédiatement changé d'expression, en disant qu'elle aimait beaucoup, ce qui a mis Hélène mal à l'aise. Surtout après avoir vu la scène chaleureuse entre Mark et Esther. Cependant, à ce moment-là, elle ne pensait pas encore au pire. Après tout, Esther n'était qu'une petite fille. Mais le soir, Esther n'a pas seulement refusé de donner un bain à Hélène, mais elle a aussi poussé Hélène contre le mur. Voyant cela, Esther a immédiatement joué la comédie comme une actrice primée. Oscar s'est précipité pour prendre Hélène dans ses bras et s'excuser frénétiquement. Hélène, touchée, n'a pas eu le cœur à la gronder. Ainsi, Esther a réussi à éviter l'épreuve du bain. Le lendemain matin, le fils aîné a découvert que les fenêtres de la maison avaient été couvertes de dessins. Les 3 frères n'avaient jamais fait ça. Donc la coupable ne pouvait être qu'Esther. Face aux questions d'Hélène, Esther commence à jouer la victime. À ce moment-là, Mark arrive et voit les deux se disputer. Il se précipite pour calmer la situation. Esther en profite pour changer de sujet. Elle fait semblant de révéler que Mark lui a secrètement donné des biscuits hier soir, ce qui met Hélène en colère. Car Esther n'avait pas fini son dîner, a gaspillé de la nourriture, et pourtant Mark a secrètement donné des biscuits à la petite. Esther ne cesse de jeter de l'huile sur le feu. Les conflits mère-fille immédiatement transformés par la petite en conflits conjugaux.
Le stratagème réussit, rendant Esther très fière. Hélène et Marc finissent par se disputer et ne sont pas heureux. L'après-midi, Hélène raconte ses histoires à sa meilleure amie. Elle se demande pourquoi Esther a tellement changé. En plus du fait que la famille adoptive précédente avait renvoyé la petite au centre. Esther avait-elle vraiment un problème? Mais sa meilleure amie lui conseilla de ne pas s'inquiéter. Inutilement. Qu'est-ce qu'une petite fille de petite taille pourrait bien causer comme trouble? Hélène trouva cela sensé, et dissipa ses inquiétudes. Mais le lendemain, alors qu'Hélène préparait le déjeuner, Esther entra soudainement en disant qu'elle voulait aider. Profitant du moment où Hélène ne faisait pas attention, elle a pris le couteau de cuisine. Hélène, sentant le danger, s'est précipitée pour intervenir. Mais Esther, extrêmement têtue, n'a pas écouté ses conseils. Voyant cela, Hélène n'a eu d'autre choix que de la retenir de force. À ce moment-là, Esther a prononcé une phrase familière. « Ne me contrôle pas, tu n'es même pas ma vraie mère. » C'est alors qu'Esther a soudainement lâché le couteau, et a affiché un sourire extrêmement étrange. C'est alors que Max est arrivé. Voyant cela, Esther a recommencé à jouer la comédie, dire qu'elle est gentille d'aider sa mère. Mais sa mère s'est mise en colère sans raison et l'a grondée. Ces paroles ont une fois de plus ravivé le conflit entre Hélène et Marc. Hélène pense qu'Esther est très dangereuse, mais Marc trouve que sa femme est vraiment absurde. Une petite fille avec des difficultés à marcher, où est le danger? Le couple s'est encore disputé et n'était pas heureux. Ensuite, Marc est allé dans la chambre pour réconforter Esther. Esther n'a pas manqué l'occasion de se plaindre sans cesse, se faisant passer pour une victime. Utilise des paroles mielleuses pour raconter la partialité d'Hélène. Ces derniers jours, afin de gagner la sympathie de son père, Marc ne savait pas qu'il avait été manipulé avec succès. Cette nuit-là, Hélène a soudain été réveillée par des bruits étranges. En regardant de plus près, elle a découvert qu'Esther était entrée dans la chambre, tenant un petit couteau à la main, avec un sourire étrange sur le visage. La peur envahit Hélène, elle voulait réveiller son mari en urgence. Esther arrête immédiatement Hélène, puis sourit avant de se retourner et de partir, comme si elle voulait intimider sa mère adoptive. Hélène rassemble tout son courage pour entrer dans la chambre de la petite fille et vérifier. Mais elle ne voit qu'Esther dormant paisiblement, comme si rien ne s'était passé. Par précaution, Hélène commence à chercher ce couteau. Mais à sa grande surprise, en se retournant, elle découvre qu'Esther la fixe intensément. Après qu'Hélène ait expliqué la situation, Esther a dit qu'elle n'avait jamais quitté la chambre. Hélène la soupçonne. La petite fille cache le couteau sous la poupée et dit vouloir vérifier. Mais après avoir entendu cela, Esther commence soudainement à crier. Immédiatement après, Marc est attiré par les cris. Esther en profite pour se plaindre à son père, réussissant à faire accuser Hélène par Marc. Hélène ne peut que dire qu'elle a eu une hallucination. Cette fois, ils n'ont pas trouvé le couteau, mais aussi réussir à briser la relation de ses parents adoptifs. Cependant, le plus étrange, c'est quand Hélène est descendue vérifier les couteaux. Dans la cuisine, elle a découvert qu'il ne manquait aucun couteau. Cette fois, même elle a commencé à douter d'elle-même. Tôt le lendemain matin, Esther ne voulait toujours pas se lever. Puis elle a réussi à attirer Marc dans sa chambre. La petite fille en a profité pour se montrer bouleversée. Dire qu'Hélène avait des préjugés contre elle pour continuer à saboter la relation de ses parents. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Marc, en train de faire semblant d'être une chenille, pour la faire rire, tombe par hasard sur un jouet cassé, caché sous le lit. C'était précisément le jouet que le plus jeune cherchait. Ce qui est terrifiant, c'est que le jouet avait été brutalement cassé en deux. Marc demande ce qui se passe ici. Esther, voyant cela, commence son numéro de pauvre victime, en disant qu'elle a accidentellement abîmé quelque chose, et supplie son père de ne pas en parler à sa mère. Sinon elle sera sûrement punie par sa mère. Il faut admettre qu'Esther est vraiment rusée. Même à ce moment-là, elle n'oublie pas d'entraîner Hélène dans ses problèmes. Marc, voulant préserver l'harmonie familiale, accepte la demande d'Esther. Après le petit déjeuner, Hélène emmène Esther à l'école pour les formalités d'inscription. Mais en raison des lois locales, les informations personnelles d'Esther sont strictement confidentielles et protégées. Il est donc impossible de fournir des documents utiles, notamment le dossier scolaire, ce qui empêche le personnel de procéder à l'inscription. Heureusement, Hélène connaît le directeur de l'école, qui peut arranger une période d'essai pour Esther à partir de la première année. Mais il faut compléter le dossier de vaccination d'Esther le plus tôt possible. Sinon, après 20 jours, elle ne pourra plus aller à l'école, car le centre d'adoption a caché le dossier pour des raisons de confidentialité. Hélène doit faire un autre voyage pour récupérer le dossier de vaccination. Ensuite, Hélène raconte tout à son mari. Le plus étrange,
c'est que le dossier a été délivré dans le New Jersey, alors que l'adresse du centre d'adoption est en Caroline du Sud. Caroline du Sud, la distance entre les deux endroits atteint plus de 2500 km. Pourquoi la famille précédente a-t-elle envoyé l'enfant si loin? Cela a fait qu'Hélène doute de plus en plus de l'identité d'Esther. Mais Marc pense qu'Hélène s'inquiète pour rien. Il suffit d'appeler le centre d'adoption. Alors pour obtenir le dossier de vaccination d'Esther, Hélène appelle immédiatement le centre d'adoption. Mais à sa grande surprise, leur numéro de téléphone a été annulé et n'est plus en service. Se sentir mal. Hélène a immédiatement cherché en ligne, et a découvert que le centre d'adoption avait fermé définitivement. Cette fois, Hélène était encore plus paniquée. Elle a rapidement contacté l'employé qui avait traité les formalités auparavant, d'une part pour obtenir le dossier de vaccination d'Esther, et d'autre part pour se renseigner sur la fermeture du centre d'adoption. Mais la réponse de l'autre personne était très réfléchie. L'autre personne a dit qu'Esther était tout à fait normale, et qu'Esther était chanceuse. Elle a aussi conseillé à Hélène d'arrêter d'enquêter, sinon elle serait sûrement impliquée. Puis l'autre personne a rapidement raccroché. Ces réponses ambiguës ont rendu Hélène encore plus confuse. Cependant, une nouvelle vague de problèmes est arrivée. Hélène a été appelée à l'école d'Esther. Le directeur a dit à Hélène la dernière fois que Esther avait intentionnellement utilisé un déambulateur pour blesser plusieurs personnes. Le directeur a constaté qu'Esther non seulement n'avait pas de dossier de vaccination, mais qu'elle causait aussi des troubles à l'école. Donc le directeur a dit que elle ne pouvait être temporairement suspendue, en attendant d'obtenir son dossier de vaccination, avant de pouvoir finaliser son inscription. Finalement, Esther vient juste de s'inscrire le matin, et l'après-midi, elle a été renvoyée de l'école. Mais Esther semblait très contente, parce qu'auparavant, elle avait dit qu'elle ne voulait pas aller à l'école. Donc il est très probable qu'elle ait fait exprès de causer des problèmes, pour être renvoyée. Hélène voulait explorer la situation à travers une conversation, de manière indirecte. Mais à sa surprise, Esther était déjà sur ses gardes. Peu importe ce qu'Hélène demandait, Esther ne répondait pas. Voyant Hélène poser sans cesse des questions, Esther a ouvert la portière de la voiture à côté d'elle, ce qui a paniqué Hélène, et a failli provoquer un accident de voiture. Heureusement, finalement, la voiture s'est arrêtée en toute sécurité sur le bas-côté. Furieuse, Hélène est descendue de la voiture et a crié sur Esther. Cependant, Esther n'y a prêté aucune attention, et s'est même mise à fredonner une chanson. Voyant cela, Hélène ne savait plus quoi faire. Heureusement, ce soir-là, Hélène a trouvé des informations récentes. Le centre d'adoption RA était sous enquête pour suspicion de falsification de documents, et avait été impliqué à plusieurs reprises dans des escroqueries financières et des modifications malveillantes de documents, ce qui a conduit les autorités de l'État à le fermer. Hélène a également rejoint un groupe de victimes du centre d'adoption. Plusieurs familles ont été trompées, adopter des enfants ayant des problèmes mentaux. Certaines familles, non seulement ne peuvent pas adopter, mais perdent aussi de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers. Hélène était tellement choquée par ces informations qu'elle en est restée sans voix. Ensuite, elle a contacté une victime du groupe. Cette personne, après avoir adopté une petite fille, l'a rendue. Cela semble très similaire à l'expérience d'Esther. Même la phrase fétiche est la même. Maman n'est pas ta vraie maman. Hélène a récemment découvert que la petite que cette personne avait adoptée était initialement très enthousiaste, mais qu'après moins de 2 jours à la maison, elle a immédiatement révélé sa vraie nature. Et le plus effrayant, c'est qu'elle essayait toujours de se rapprocher de son mari, mais montrait toujours de l'hostilité envers elle. Ce comportement était identique à celui d'Esther. Plus Hélène écoutait, plus elle se sentait horrifiée. Cette personne conseillait à Hélène de consulter un avocat, mais le couple avait déjà dépensé tout leur argent, économisé pour le centre d'adoption. Où trouver l'argent pour engager un avocat? Donc elle n'a pas d'autre choix que d'aller au centre de protection de l'enfance pour demander de l'aide. Heureusement, après enquête, le personnel a informé Hélène qu'Esther était arrivée légalement aux États-Unis. Aucun dossier de trafic humain. Hélène a poussé un soupir de soulagement en entendant cela. Le personnel peut également fournir les documents nécessaires pour l'inscription, mais selon les règlements, les informations personnelles seront toujours masquées. Hélène a dit qu'elle voulait en savoir un peu plus sur Esther. Elle a demandé l'aide du personnel de ne pas masquer les informations personnelles. Mais le personnel a finalement souri et refusé, bien qu'il n'ait pas encore trouvé de détails sur les origines d'Esther. Ils ont au moins pu prouver qu'Esther n'avait pas été victime de trafic humain, et a même obtenu les documents nécessaires pour s'inscrire. Mais Esther insistait toujours pour ne pas aller à l'école. Elle est même allée jusqu'à casser des objets sur place, et a dit qu'elle voulait juste rester avec son père. Hélène, en entendant cela,
regarda son mari. Marc semblait un peu embarrassé. Tôt le lendemain matin, les cris désespérés du plus jeune fils résonnèrent soudainement à la porte. Hélène, en les entendant, descendit les escaliers en courant. Ils ont découvert que l'entrée était jonchée de punaises. Leur plus jeune fils a été blessé. Hélène, par réflexe, a dit à son mari. C'est sûrement Esther qui a fait ça. Mais cela a suscité des doutes chez Marc. Le couple s'est encore une fois disputé à cause de cette histoire. Pendant qu'Hélène soignait la blessure de leur plus jeune fils, la mère d'Hélène est également arrivée. Elle a apporté des gâteaux et en a profité pour rendre visite à ses petits-enfants. Mais après avoir appris que sa petite-fille avait été blessée par Esther, qui avait joué un mauvais tour, elle ne pouvait pas s'empêcher de rire. Cependant, face à la question d'Hélène, elle a dit que c'était juste un petit défi que Dieu avait réservé à sa petite-fille, et elle ne croyait pas non plus qu'Esther aurait fait une telle chose. Max, après avoir interrogé Esther, a dit que ce n'était pas elle, mais quel méchant admettrait avoir fait quelque chose de mal. Et Max a ajouté que même si c'était Esther, et alors, ce n'est qu'une petite blague. Juste au moment où le couple se dispute, la mère d'Hélène n'hésite pas à jeter de l'huile sur le feu. Elle prend même la défense de son gendre et critique Hélène qui aime toujours exagérer les petites choses. Ensuite, Hélène vérifie les couteaux dans le tiroir, et découvre qu'il en manque un. Alors, sans dire un mot, elle se précipite dans la chambre d'Esther. Mais étrangement, tôt le matin, Esther n'est pas dans sa chambre. Alors Hélène a commencé à chercher partout dans la pièce. Très vite, elle a trouvé le couteau sous le lit. Ensuite, elle a commencé à chercher Esther partout dans la maison, parce qu'elle avait peur qu'Esther fasse du mal à ses fils. Après, elle a posé le couteau sur la table, mais son mari et sa mère pensaient toujours qu'Hélène exagérait. Alors elle a immédiatement commencé à chercher Esther partout dans la maison. Finalement, quand elle a ouvert la porte des toilettes, elle a accidentellement découvert un secret choquant. Comment ça, cette fille a des poils pubiens? Comment est-ce possible? Hélène pense que la petite fille n'est pas une petite fille. Pas seulement ça. Dans son armoire, elle cache une pile de chaussettes tachées de sang menstruel. Pour clarifier les choses, Hélène et Marc emmènent leur fille adoptive à l'hôpital pour un examen. Mais les résultats de l'examen laissent Hélène incrédule. Le médecin dit qu'Esther est certainement une fillette de 7 ans, mais elle est aussi vraiment une pilosité corporelle anormale. Le médecin n'avait jamais rencontré un tel cas, surtout à cet âge avec des menstruations. Donc le médecin a suggéré d'emmener Esther chez un endocrinologue pour vérifier les niveaux hormonaux. Mais Marc pensait que ce n'était pas du tout nécessaire et Esther semblait avoir très peur de voir un médecin. Mais ensuite le médecin a annoncé une mauvaise nouvelle. Les résultats des tests ont révélé. Esther a besoin d'une opération pour son pied-botte. Elle doit être opérée. Même sa hanche pourrait poser problème. Et ces opérations auraient dû être faites il y a longtemps. Hélène et Marc se sentent tout de suite mal à l'aise. Après avoir entendu cela, le personnel du centre d'adoption avait clairement dit qu'Esther n'avait aucun problème, et que les opérations avaient été faites avant l'adoption. À cause de cette affaire, le couple a dû payer 7 000 $ de plus pour les frais de chirurgie. Mais le médecin était très sûr qu'Esther n'avait jamais subi d'opération, car sur son corps, il n'y avait aucune cicatrice chirurgicale. C'est alors qu'Hélène a révélé la vérité à son mari. Le centre d'adoption avait été poursuivi et fermé pour des affaires liées à trafic d'êtres humains. Il ne considère pas seulement les enfants comme des outils pour gagner de l'argent, mais il falsifie aussi les certificats de naissance et l'âge des enfants. Ainsi Hélène soupçonne qu'Esther n'a pas 7 ans comme indiqué dans les dossiers. De plus, Esther souffre de nanisme. Donc si son âge réel est plus élevé, ou s'il y a des problèmes mentaux, cela pourrait très bien mettre la famille en danger. En particulier les comportements de Esther déchirait des jouets et démontait des punaises. Mais Marc pensait qu'Hélène réagissait de manière excessive. Ce n'était qu'une simple plaisanterie d'enfant. Mais Hélène disait qu'il valait mieux prévenir que guérir, et qu'il serait préférable d'enquêter clairement. Heureusement, cette fois-ci, le médecin soutenait aussi l'avis d'Hélène, alors elle a accepté d'aider. Hélène a pris rendez-vous avec des médecins d'autres services. Bien que Marc soit très réticent, il n'a eu d'autre choix que d'accepter. À partir de là, ils ont commencé à emmener Esther dans différents hôpitaux, pour la faire opérer, et en même temps clarifier son âge. Mais malheureusement, le type de nanisme d'Esther est extrêmement rare. La probabilité est de 1 sur plusieurs millions. Donc les méthodes de diagnostic habituelles ne sont pas du tout efficaces. Le diagnostic initial indiquait qu'Esther avait vraiment seulement 7 ans. Mais le développement du crâne et du cerveau de la fille est similaire à celui d'un adulte. Et le développement de ses dents est également à l'état adulte. Esther, pour se venger de sa mère adoptive, commence à semer le trouble sans arrêt.
en empêchant Hélène de conduire. Monsieur Bas voyant cela intervient pour l'arrêter. Mais Esther lui attrape fermement les cheveux. Même Monsieur 2 à l'arrière ne peut y échapper. Esther déchire le livre de Monsieur 2. Mais Hélène, qui conduit, ne peut rien faire. Et tout cela est dû à Esther, qui fait exprès pour que sa mère adoptive voie. Ensuite, Hélène et Marc ont consulté un psychologue. Le médecin a dit que si Esther a plus de 18 ans, ce comportement relève du trouble de la personnalité, antisocial. Mais si Esther n'est qu'une enfant, cela relève du trouble de l'attachement, réactif. En termes simples, c'est lorsque quelqu'un est abandonné, depuis qu'il est encore un nourrisson, et qu'il grandit sans la présence de ses parents, ce qui entraîne l'apparition de symptômes, souvent accompagnés de colère, de mensonges, de comportements agressifs, etc. Essentiellement pour mieux se protéger. Ensuite, le psychologue a donné un conseil étrange au couple, qui était de considérer Esther est comme un nouveau-né et doit être élevée à nouveau depuis le début. C'est une thérapie de régénération des liens, qui peut aider l'enfant à développer une dépendance envers ses parents, et ainsi nourrir une personnalité complète. Donc le médecin a suggéré aux deux parents d'utiliser un biberon pour nourrir Esther, de la nourrir à la cuillère, recommencer depuis le début, pour créer un lien entre les parents et l'enfant. Mais cela a laissé Hélène sans voix, juste parce qu'Esther n'a pas encore 18 ans. Donc on ne peut pas dire que la fille souffre de troubles de la personnalité, antisociale. Il faut attendre qu'elle ait 18 ans. Cela ne revient-il pas à un adolescent meurtrier, qu'il faut attendre qu'il ait 18 ans pour l'arrêter. Donc avant cela, ne peut-il pas faire tout ce qu'il veut? Alan méprise cette méthode absurde, mais Marc y croit fermement. Il traite Esther comme un bébé. Il lui donne à manger, et en retour, bien sûr, Esther le déteste. Alors il passe au biberon. Mais le résultat est toujours humiliant. Hélène dit qu'il faut rapidement clarifier l'âge réel d'Esther. Alors elle va sur Internet, et cherche toutes les méthodes possibles. Finalement, elle trouve une méthode, soumettre une demande au département de la sécurité intérieure. Après avoir soumis la demande, s'il n'y a aucun problème, il suffit d'attendre que le dossier soit envoyé. L'après-midi, elle va à l'école pour récupérer Esther après les cours, et en profite pour revoir l'ancien directeur, afin de se renseigner sur certains aspects de la vie d'Esther à l'école. Et le directeur a également remarqué certains points étranges. Esther ne se lie jamais d'amitié avec des camarades de son âge. Elle semble beaucoup apprécier la compagnie des enseignants. Cela mettait les professeurs dans une situation très délicate. Sur le chemin du retour, Hélène a parlé des chaussettes tachées de sang menstruel précédemment. Elle voulait tirer quelques informations de la bouche d'Esther, mais elle ne l'a pas dit directement. Elle a utilisé le prétexte de s'inquiéter pour parler de manière indirecte. Elle a dit à Esther de ne pas utiliser des chaussettes à la place des serviettes hygiéniques, car ce n'est pas hygiénique et cela pourrait nuire à la santé. Elle a même proposé de lui apprendre, Esther, comment utiliser une serviette hygiénique. Mais après avoir écouté, Esther s'est immédiatement mise en colère, et a dit qu'elle n'avait pas besoin que sa mère lui apprenne, sous-entendant qu'elle savait déjà comment faire. Hélène a rapidement compris ce détail. Esther s'est rendue compte qu'elle avait fait une gaffe. Pour éviter que sa mère adoptive continue de poser des questions, elle est même allée jusqu'à couvrir les yeux d'Hélène. Devant elle, il y avait des garçons jouant au ballon, devant la maison, accompagnés d'un bruit de collision retentissant. Le cœur d'Hélène a immédiatement sauté. Heureusement, elle n'a percuté qu'une poubelle sur le trottoir. Le garçon va bien. Marc a immédiatement couru vers Esther. Et Esther pleurait en se prétendant innocente. Hélène, en voyant cela, a commencé à parler des bonnes actions de la petite fille. Mais à ce moment-là, Esther a riposté. Elle a dit que c'était parce que la mère dans la voiture l'avait trop maltraitée, qu'elle avait agi impulsivement et fait une erreur. Ensuite elle a serré son père dans ses bras, et a commencé à faire des caprices pour obtenir de la compassion. Hélène a écouté et a jeté un coup d'œil à son mari. Elle n'avait plus aucun espoir en lui. Alors Hélène a emmené son fils chez sa meilleure amie. Ce soir-là, sa meilleure amie a raconté à Hélène le film Orphan, le comportement d'Esther, et la fille dans Orphan était identique. Toutes deux souffraient de nanisme, paraît enfantin mais est en réalité adulte. Sa meilleure amie soupçonne qu'Esther est comme la fille du film, une meurtrière perverse, ayant une personnalité antisociale, et elles sont toutes deux très proches de leur père adoptif, mais traitent mal leur mère adoptive. De plus, Marc fait beaucoup confiance à Esther, ce qui effraie immédiatement Hélène. Le lendemain, Hélène accepte une interview avec la chaîne de télévision chez elle, parce qu'elle s'efforce toujours d'aider les enfants en difficulté, et a sauvé de nombreux enfants, handicapés au fil des années. Même son fils aîné atteint d'autisme, est devenu un génie des mathématiques.
Grâce au soutien et au conseil d'Hélène, à seulement 12 ans, il a été directement admis dans une université prestigieuse. La direction des enfants à problème dans la bonne direction rend Hélène très fière, et c'est aussi la raison pour laquelle ils ont adopté Esther. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que lors de l'entretien, elle a soudainement vu une serviette hygiénique ensanglantée sous le canapé. Le résultat l'a laissée figée sur place. Devenue embarrassée, c'était clairement une bonne action qu'Esther avait faite pour se venger d'elle. Hélène a décidé de ne plus supporter cela. Le soir où son mari a ramené Esther à la maison, elle a réprimandé Esther devant son mari, et l'a forcée à admettre ce qu'elle avait fait de bien. Esther semblait pourtant avoir tout sous contrôle. Quand son père adoptif lui a posé des questions, Esther a même eu l'audace d'admettre qu'elle avait ses règles. Mais quand son père adoptif lui a demandé depuis quand, Esther a dit directement de demander à la mère adoptive, que la mère adoptive lui avait dit. Ces mots à peine prononcés, la mère adoptive s'est immédiatement mise en colère. Esther voulait dire qu'elle était forcée par la mère adoptive et Marc l'a également compris. Esther a encore une fois fait semblant d'être innocente devant son père. Cette fois, Hélène n'a plus pu le supporter. Elle a dévoilé toutes les mauvaises actions qu'Esther avait commises. Hier, parce que j'avais posé des questions sur les chaussettes tachées de sang menstruel, Esther, pour dissimuler la vérité, a voulu me nuire en provoquant un accident de voiture. Heureusement, elle n'a pas réussi comme elle le voulait. Donc aujourd'hui, elle a jeté la serviette hygiénique, tachée de sang sous le canapé, dans le but de saboter l'entretien. Heureusement, les gens de la chaîne de télévision ne l'ont pas remarqué, et elle continue toujours à profiter et manipuler, en jouant avec les autres comme des pions. Comment cela peut-il être l'œuvre d'un enfant? Hélène interroge bruyamment Esther. Finalement, quel âge as-tu? Mais Esther reste silencieuse avec un air innocent. Il faut dire que cette astuce d'Esther est vraiment habile, parce que de cette manière, elle peut amener le père adoptif à faire une mauvaise évaluation. D'un côté, il y a Hélène qui crie et est émotionnellement instable, et de l'autre, une petite fille innocente qui n'ose pas répliquer. Dans cette situation, qui croirait encore Hélène? Alors elle ne peut que partir en colère. Mais Hélène ne cède pas. Le lendemain, elle a établi des règles pour Esther, parce qu'elle ne la considérerait plus jamais comme une enfant. En tant qu'adulte, elle devait contribuer à la famille. À partir de maintenant, Esther devait accomplir les tâches ménagères chaque jour. Sinon, elle n'aurait pas de nourriture. Mais comment Esther pouvait-elle respecter ces règles? Alors Hélène a menacé Esther. Si elle n'obéissait pas, elle serait envoyée à l'orphelinat. Mais Esther n'était pas du genre à se laisser faire. La petite a immédiatement impliqué son père adoptif. Mais non. Ce n'était pas pour utiliser la confiance de son père adoptif contre Hélène, mais au contraire, pour révéler volontairement le secret de son père adoptif. Il s'avère que le magasin dont Marc était responsable avait été fermé par la maison mère, et donc, en tant que gérant, il avait été licencié. Et cela s'était produit il y a 2 semaines. Marc en a parlé à Esther mais pas à Hélène. Esther se moque d'Hélène. Même son propre mari ne lui fait pas confiance. Au début Hélène ne croyait pas qu'Esther parlait à tort et à travers. Mais après avoir fait des recherches en ligne, elle a découvert que le magasin avait vraiment fermé. Et à ce moment-là, son mari venait de rentrer à la maison, et en a profité pour ramener un dossier de la sécurité intérieure, envoyé par le bureau. Hélène a été immédiatement effrayée après l'avoir lu. Mais elle ne voulait pas qu'Esther le sache pour éviter d'être découverte. Cela affecterait son enquête ultérieure. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, en buvant de l'eau, l'odeur étrange dans l'eau la fasse immédiatement recracher. En voyant la bouteille de déterge dans la main d'Esther, elle a réalisé que c'était l'odeur du détergent. Immédiatement après, elle s'est précipitée, et a renversé le verre d'eau des mains de son fils. Puis elle a commencé à interroger Esther. Mais comment Esther pourrait-elle admettre, quand la dispute entre les deux devient de plus en plus intense? Marc se précipite immédiatement, pour faire face aux questions de son père adoptif. Esther nie catégoriquement. Et Marc dit aussi qu'il n'était pas présent, donc il ne peut pas affirmer qu'Esther l'a fait. Puis il se tourne vers son fils pour lui demander s'il a vu quelque chose. Cette fois, Hélène est complètement furieuse. Elle prend immédiatement le dossier. À l'intérieur se trouvent toutes les informations sur Esther. Marc, après avoir écouté, a immédiatement critiqué Hélène pour être trop obstinée. Surtout en entendant que l'âge indiqué dans le document était de 7 ans. Il est devenu encore plus enthousiaste. Mais Hélène lui a immédiatement dit qu'il avait tort. C'était un autre enfant. En d'autres termes, Esther avait usurpé les informations de quelqu'un d'autre. Mais jusqu'à présent, Marc ne voulait toujours pas croire. Il disait peut-être que c'était juste une mauvaise impression. Voyant cela, Hélène a commencé à interroger Esther. Mais Esther était convaincue que son père adoptif la défendrait. Alors elle a fait semblant d'être malheureuse.
en disant qu'elle avait très peur, et en suppliant son père adoptif de la ramener dans sa chambre. Sans surprise, Mark a continué à défendre Esther. Alors pour rassembler suffisamment de preuves, Hélène est allée rendre visite à la famille adoptive précédente d'Esther. Cependant, après avoir appris les intentions d'Hélène, les interlocuteurs ont pris peur et ont fermé la porte, et ils ont même dit que Hélène, si tu ne pars pas, j'appellerai la police. À ce moment-là, Hélène sort le dossier. Il peut prouver que les informations d'Esther sont fausses. Il contient aussi l'adresse de la femme. Donc, c'est Hélène qui devrait appeler la police. Effrayée, la femme ouvre la porte. La femme dit qu'Esther est de mèche avec le centre d'adoption. Ils ont aussi été trompés pour payer 7 000 pour l'opération. C'est pourquoi ils ont renvoyé Esther. Ils ne voulaient pas créer de problème. Alors ils ont choisi de supporter et de laisser passer. Et Esther est en réalité une adulte. Ensuite, Hélène a raconté toute l'histoire à son mari. Mais, Mark trouvait toujours que tout cela n'était pas logique. Il continuait à croire le médecin de la clinique précédente. Hélène reprochait à son mari de croire Esther, plutôt qu'elle-même, et laisser cette fille détruire cette famille. Mais Mark pense que c'est à cause d'Hélène, qui s'accroche sans relâche, ce qui rend l'atmosphère familiale de plus en plus mauvaise. Mais n'est-ce pas se mentir à soi-même? Furieuse, Hélène a révélé que son mari avait été licencié, et a souligné que c'était Esther qui lui avait dit. Cette information a immédiatement fait taire Mark. Il ne s'attendait pas à ce qu'Esther le poignarde dans le dos. Hélène a dit qu'après avoir terminé l'émission et rentré chez elle, elle emmènerait immédiatement Esther à l'hôpital psychiatrique. Cependant, Max semble vraiment considérer Esther comme sa fille. Alors il a conseillé à Hélène de ne pas agir ainsi. Après tout, il va bientôt passer à la télévision. Si une personne bien connue pour son amour des enfants se retourne soudainement, amener un autre enfant à l'hôpital psychiatrique, que penserait le public? Finalement, Hélène a dû céder à contre-cœur. Mais compte tenu du danger que représente Esther, elle n'a pas permis à Esther de s'approcher de ses fils, ni de se rendre à l'école pour nuire à ses camarades. De toute façon, Mark a déjà perdu son emploi. Il peut donc rester à la maison pour surveiller Esther. À ce moment-là, la relation entre les deux époux avait complètement atteint le point de gel. La fissure dans leur mariage était devenue si grande qu'elle ne pouvait plus être réparée. Mais ensuite, ils ont quand même dû, main dans la main, participer à une émission télévisée, en prétendant s'aimer profondément. Quand Hélène et Mark sont rentrés à la maison, les ennuis ont commencé à s'enchaîner. Esther a délibérément jeté le jouet de son frère sur la route, pour que son frère ramasse le jouet et se fasse renverser par une voiture. Mais heureusement, Hélène est arrivée à temps, pour tirer son fils en arrière. N'a pas causé de tragédie. Ensuite Hélène a poussé sa fille adoptive et a réprimandé son mari. « Pourquoi ne surveilles-tu pas notre fille adoptive ?» Attentivement, mais à ce moment-là, Mark la défendait toujours. Cependant, ce qui est encore plus compliqué, c'est que tout cela a été vu par la rédactrice en chef de la maison d'édition, qui était venue aujourd'hui pour interviewer Hélène. Parce qu'Hélène aide souvent les enfants handicapés. Peu à peu, il a acquis une certaine renommée. Donc la maison d'édition a décidé de publier un livre pour Hélène. Même le rédacteur en chef est venu en personne. Mais qui aurait cru qu'au moment d'une interview si importante, Esther ferait des siennes? Qui peut croire qu'elle ne l'a pas fait exprès? Et à cause de cela, Hélène a peur qu'Esther ne perturbe son interview. Alors elle n'a pas informé le rédacteur en chef de l'affaire d'Esther, ce qui a fait que le rédacteur en chef s'est senti trompé. Alors elle a décidé d'annuler la publication du livre d'Hélène. Et c'était déjà la deuxième fois qu'Esther causait des problèmes aujourd'hui. Ce matin même, elle avait appelé les services de protection de l'enfance. Hélène a ouvert la porte, encore confuse. Le personnel a dit qu'ils avaient reçu une plainte anonyme. Dire que, il y a quelqu'un ici qui menace la sécurité des enfants. Alors ils sont venus chez nous pour vérifier la situation. Au début, Hélène pensait qu'ils s'étaient trompés de maison. Mais ils ont mentionné le nom d'Hélène. Et ont dit qu'ils voulaient parler aux 3 garçons, et à la fille. En parlant aux 3 garçons, il n'y avait aucun problème. Mais quand ce fut le tour d'Esther, la conversation n'a jamais pris fin. Hélène veut savoir qui a porté plainte. Mais le personnel, comment pourrait-il divulguer des informations personnelles comme ça? Mais même sans le dire, on peut deviner qui. Peu de temps après, l'entretien se termine enfin. Avant de partir, le personnel dit que la jambe d'Esther doit être opérée. Après l'opération, ils reviendront pour un suivi. Cela équivaut à forcer Hélène et Mark à faire opérer Esther. Mais à cause des affaires de Mark à la maison, Hélène ne pouvait gagner qu'un peu d'argent en donnant des conférences. Donc elle a dû suspendre l'opération de la jambe d'Esther. Maintenant elle est obligée de continuer. Ce qui rend la situation de la famille, déjà pas riche,
encore plus difficile. Et Esther fait semblant d'être pitoyable en serrant sa mère. Après le départ de l'employé, Hélène repousse immédiatement Esther et l'interroge. Pourquoi cette fille a-t-elle passé un appel anonyme pour dénoncer? Mais Esther a dit qu'elle voulait juste aider, qu'elle ne voulait pas que ses parents adoptifs soient plus tard enquêtés et finissent en prison. Cependant, la situation économique de la famille est actuellement très difficile. Esther est en train de les pousser dans leur dernier retranchement. Cependant, Marc les défend en disant que c'est peut-être un voisin qui s'est plaint. Parce qu'il est toujours croire seulement en ce qu'on voit. À cause de la visite imminente du rédacteur en chef, Hélène avait demandé à son mari de surveiller Esther attentivement. Mais à la fin, la tragédie s'est tout de même produite. Finalement, ce soir-là, Hélène a fait ses bagages en pleine nuit. Elle voulait emmener les enfants chez ses parents pour un temps, jusqu'à ce que Marc doive choisir entre elle et Esther. Marc, en entendant cela, a immédiatement paniqué. Il ne veut perdre aucun côté. Mais Hélène ne pouvait plus supporter. Parce que Esther menaçait la vie de ses fils. Elle ne voulait pas rester ici à attendre la mort. Marc voulait encore s'accrocher, mais Hélène était déterminée à partir. Tôt le lendemain matin, elle a emmené ses enfants chez sa mère. Sa mère l'attendait déjà à la porte, et Marc regardait dans l'armoire, vide et perdu dans ses pensées. À ce moment-là, Esther est soudainement apparue derrière lui, et a demandé si maman et les frères reviendraient. Marc pensait qu'Esther se souciait d'eux. Alors il a rassuré en disant qu'il reviendrait dans quelques jours, et que toute la famille pourrait se réunir. Cette phrase nous a frappés cette fois. Il était impossible de ne pas causer de problème. Comme prévu, juste au moment où Marc parlait sans arrêt, sur le point de réussir l'interview, au rez-de-chaussée. Soudain, la sonnette et les coups à la porte retentissent. Cela interrompt immédiatement l'entretien de Marc. Il est obligé de descendre pour voir. Alors il dit à l'intervieweur de l'attendre un instant. Il ouvre la porte et voit un agent de police en patrouille. Le commissariat a reçu de nombreux appels signalant des incidents urgents. Pensant qu'il s'agissait de quelque chose de très urgent, alors il s'est précipité. Marc, après avoir écouté, a dit qu'il était en entretien. Puis Esther est sortie de derrière lui. C'est à ce moment-là que Marc a réalisé. Il a confronté Esther en lui demandant pourquoi elle avait appelé la police. Mais, Esther a répondu qu'elle avait juste faim et voulait commander à manger. Cette excuse n'a convaincu ni Marc, ni encore moins le policier. Mais pour ne pas être par le policier considéré comme un faux signalement et puni. Alors il n'a pu que dire des choses agréables au policier, pour demander pardon. Mais celui-ci continuait à rire bêtement. Comment le policier pouvait-il croire cela? Le policier l'a donc sévèrement réprimandé, et l'a averti de la gravité, de l'utilisation abusive des ressources d'urgence. C'est alors que Marc a commencé à expliquer sérieusement sa situation, et à se montrer pitoyable. Marc a supplié l'agent de police de lui donner une chance. Finalement, l'agent, touché, a cédé et n'a pas été strict. Il a pardonné à Marc cette fois. Mais quand Marc a voulu poursuivre l'entretien, il a découvert que l'intervieweur avait raccroché depuis longtemps. Il a finalement ressenti ce que sa femme avait vécu auparavant. Mais à ce moment-là, Esther a fait semblant de ne pas comprendre et a demandé « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Max, impuissant, a demandé à Esther ce qu'elle voulait vraiment. Cependant, Esther a continué à prétendre qu'elle avait juste faim. Mais il est clair qu'il avait déjà préparé la nourriture. De plus, qui utiliserait un téléphone pour appeler la police et commander à manger? Dans un accès de colère, Marc se souvint finalement des paroles d'Hélène. Il interrogea « Esther, as-tu fait ces choses auparavant ?» Mais Esther nia en riant. Cette fois, Marc était complètement abattu. Il cria « On demande maintenant ce qu'il faut faire pour sauver cette famille. » Mais Esther dit qu'elle ne veut pas qu'ils reviennent. Le mieux serait que leur mère et leurs frères meurent tous. Marc est terrifié jusqu'à en trembler. Il ne s'attendait pas à ce que tout ce qu'Hélène avait dit auparavant soit vrai. Quant à Hélène, elle a commencé une vie paisible à la campagne. Ses 3 fils jouent aussi joyeusement. Ils peuvent enfin vivre des jours tranquilles. Mais contre toute attente, ces jours-là ont été brisés en un instant, parce que son mari a encore amené Esther ici. Hélène ne voulait pas parler inutilement à son mari. Elle a couru directement vers Esther et l'a confrontée. « Esther, que veux-tu vraiment? Que faut-il pour que tu laisses enfin leur famille tranquille ?» Mais Esther faisait toujours semblant d'être innocente. Marc a aussi été traité froidement en rentrant à la maison. Après ce qui s'est passé la dernière fois, les fils ne voulaient plus lui prêter attention. À ce moment-là, des cris ont soudain retenti dehors par la fenêtre. Esther a même poussé Hélène à terre. Marc, voyant cela, s'est précipité dehors. Ensuite, l'ambulance est arrivée. Car en tombant, Hélène s'était cognée contre la clôture électrique. Habituellement, les fermes utilisent des clôtures électriques pour garder les vaches. Heureusement, le courant est faible,
juste assez pour effrayer les vaches. Hélène n'a rien eu. Ensuite, Marc s'est excusé auprès d'Hélène. Il a finalement cru à tout ce que Hélène avait dit auparavant. C'est pourquoi il est venu aujourd'hui. D'une part pour s'excuser et ramener les 4 mères et enfants. D'autre part pour discuter de la façon de gérer Esther. Hélène a dit qu'il était impossible de ramener la petite chez eux, ni de l'emmener au poste de police. Sinon, Esther retournerait certainement la situation, et les accuserait à tort de ce fait. Maintenant, la seule solution est d'emmener la petite fille à l'hôpital psychiatrique. Cette fois, Marc ne s'y oppose pas. Il demande à sa femme de ramener les enfants à la maison, tandis qu'il emmène Esther à l'hôpital psychiatrique. Mais, contre toute attente, ce soir-là, quand Marc rentre à la maison, Esther est derrière lui. En se renseignant, ils apprennent que l'hôpital psychiatrique est complet, et qu'il faut la transférer dans un autre hôpital plus éloigné. Mais il fait déjà nuit maintenant. En plus, il pleut beaucoup dehors. Donc il faut attendre demain matin pour partir. Afin de ne pas vous mettre en danger, Marc a enfermé Esther dans le garage. Cependant, le comportement d'Esther a effrayé le couple. Elle a frappé à la porte toute la nuit, sans montrer aucun signe de fatigue, comme une bête sauvage. Les voisins vont bientôt se plaindre. Marc a décidé de descendre pour régler la situation. Mais à peine parti, la maison a soudainement perdu l'électricité. Et le bruit d'Esther s'est arrêté en même temps. Hélène a immédiatement eu un mauvais pressentiment. Juste après, on a entendu frapper à la porte. Heureusement, finalement, Marc n'a rien eu et celui qui frappait était la police. Comme prévu, ils avaient reçu une plainte des voisins, disant qu'il y avait du bruit incessant ici. Les cris des enfants résonnent. Donc la police dit vouloir entrer pour vérifier. Au début Hélène voulait encore cacher la vérité, en disant que c'était les cris de ses fils. Mais ensuite la police a mentionné l'association de protection des enfants. Hélène savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Alors elle a décidé de tout révéler. De l'âge falsifié d'Esther, au fait que la petite fille était enfermée dans le garage, etc. Mais de toute façon, ce ne sont que des paroles en l'air. Alors Hélène a dit à son mari d'aller chercher les documents. Et pendant ce temps, la police a parlé avec Esther. Après avoir parlé, la police a examiné tous les documents, sans surprise. Pendant la conversation, Esther a tout déformé. Elle a même dit qu'Hélène et Marc l'avaient emprisonnée et maltraitée. Mais maintenant, les preuves sont là. En plus du fait que sur son corps, Esther n'avait absolument aucune blessure. Elle n'a pas été maltraitée et quand la police a enquêté, ils ont découvert quelque chose d'anormal. Ils ont trouvé que la façon de parler d'Esther était trop mature. Et la police a également reconnu Elon. Ils savaient qu'Elon était une bonne personne, qui aidait souvent les enfants handicapés. Par conséquent, ils ont suggéré à Elon et Marc d'annuler l'adoption, remettre Esther Shaw aux autorités de l'État. Mais tôt ou tard, elle sera adoptée par une autre famille, ce qui ne résoudra pas le problème à la racine. Finalement, la police a trouvé une meilleure solution, qui est de soumettre ces documents, en plus des rapports de diagnostic des médecins précédents, pour prouver qu'Esther n'est pas une enfant mais une adulte, ce qui permettrait de changer son âge, afin qu'elle ne puisse pas utiliser son identité. Utiliser des enfants pour tromper les gens ne permet pas de bénéficier des droits associés que la loi accorde aux enfants, et comme la jeune fille est handicapée, si le couple est d'accord, ils peuvent continuer à être ses tuteurs. Ainsi, cela ne nuit pas aux autres familles, et il n'est pas nécessaire de vivre ensemble, avec elle comme avec un enfant. Hélène et Marc ont finalement accepté cette solution. Cette fois, toutes les démarches se sont déroulées de manière très fluide. La déesse de la chance leur a finalement souri une fois. Hélène et Marc restent les tuteurs d'Esther. Mais ils n'ont pas besoin de vivre avec elle. Après tout, Esther a 22 ans et est adulte. Par conséquent, Hélène et Marc lui ont loué un appartement ailleurs et ont préparé pour elle divers articles ménagers. Le loyer et les allocations seront transférés à temps, suffisamment pour garantir la vie future d'Esther, jusqu'à ce que la porte se referme. Elon et Marc ne respirent enfin de soulagement. Leur relation redevient comme avant. Mais est-ce vraiment la vérité de l'histoire? Quand Elon et Marc partent, emportant le déambulateur d'Esther, Esther reste derrière, suppliant désespérément, disant que sans le déambulateur, elle souffre en marchant. Mais sa mère adoptive part sans hésiter, impuissante. Esther ne peut que rentrer seule à la maison, en regardant la pièce vide. La petite fille commence à se parler à elle-même, espérant qu'il y ait une caméra ou quelque chose qui puisse la voir. Mais malheureusement, elle est seule ici. Elle ne cesse de casser des objets pour évacuer sa colère, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, épuisée, sur le sol. Exténuée, Esther s'endort sur le plancher, et se réveille le soir. Ne pas avoir mangé de toute la journée la rend très affamée. Heureusement,
Les parents adoptifs avaient préparé pour elle suffisamment de nourriture. Mais malheureusement, tout était cru. Esther ne savait absolument pas cuisiner. Alors elle n'avait pas d'autre choix que de tirer une chaise pour voir s'il y avait autre chose dans le placard. Heureusement, il était également rempli de nourriture. Mais dès qu'Esther a pris de la nourriture, elle a rencontré un problème compliqué. La petite fille ne savait absolument pas comment utiliser un ouvre-boîte. Elle n'a donc pu manger que quelques biscuits, les tuyaux et autres choses similaires. Et le robinet de douche. Aussi parce qu'il n'a pas été réparé depuis longtemps, il ne tourne plus. Tout dans la maison est décoré, selon les dimensions d'une personne normale. Cela cause beaucoup de difficultés à Esther, qui est une personne de petite taille. Le seul avantage est qu'elle a encore la télévision à regarder. Mais jour après jour, Esther devient de plus en plus négligée. La maison est également remplie de déchets alimentaires. Peu de temps après, toutes les provisions sont épuisées. Elle ne peut qu'essayer d'ouvrir des conserves. Mais elle ne sait absolument pas utiliser un ouvre-boîte. Alors elle prend un couteau de cuisine pour forcer la boîte. Sans surprise, un accident se produit. En effet, elle se coupe la main par inadvertance. La boîte reste fermée mais sa main est ouverte. Et Esther ne sait absolument pas comment soigner sa blessure. Elle ne pouvait que courir dehors pour demander de l'aide. Mais en pleine nuit, il n'y avait personne. Au contraire, quelques aboiements de chiens l'ont effrayée et elle a couru partout. Résultat, elle est entrée par erreur chez un voisin. Mais heureusement, il semblait n'y avoir personne. À ce moment-là, Esther a vu des donuts sur la table. Elle a regardé autour pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Puis a immédiatement ouvert la boîte et a commencé à manger avidement. Mais à ce moment-là, un bruit de chasse d'eau a retenti. Esther a été immédiatement effrayée par un fan. Ensuite, une vieille dame est sortie des toilettes. Esther était tellement effrayée qu'elle en a perdu ses mots. Elle se souvenait toujours des conseils d'Hélène. Alors elle a immédiatement avoué qu'elle avait 22 ans. Et la vieille dame était très amicale. Non seulement elle n'a pas blâmé Esther pour avoir volé des affaires, mais elle a aussi accepté de lui prêter son téléphone. Mais Esther a découvert. Je ne me souviens absolument pas du numéro de téléphone de ma mère adoptive. Heureusement, la vieille dame a aidé à trouver le numéro sur l'ordinateur. Cependant, en appelant, on a découvert que le téléphone de ma mère adoptive était éteint. En voyant Esther dans cet état pitoyable, la vieille dame ne s'est pas contentée de soigner ses blessures. Elle lui a aussi donné des conseils et l'a réconfortée avec attention. En arrivant chez elle, Esther a vu l'interview de sa mère adoptive à la télévision. Elle n'est pas seulement passée à la télévision, mais a aussi publié un nouveau livre. Hélène a dit qu'elle ne renoncerait à aucun enfant. Elle a même mentionné Esther à la fin. Elle a dit à Esther de ne jamais perdre espoir, car ses parents adoptifs n'ont jamais pensé à l'abandonner non plus. Cela a fait qu'Esther retrouve une fois de plus l'espoir. Le lendemain, elle s'est entraînée à marcher jusqu'à la bibliothèque, et a réussi à trouver le nouveau livre de sa mère adoptive. La photo de famille dans le livre semblait très chaleureuse. Mais juste après, Esther a découvert que sur la photo de famille, elle avait été coupée. Cela l'a immédiatement rendue extrêmement désespérée. Elle ne s'attendait pas à ce que sa mère adoptive disait à la télévision était faux. En colère, elle a décidé de sortir du livre de la bibliothèque. Le résultat a été immédiatement bloqué par le personnel et il a dit que, pour emprunter des livres, il fallait être adulte, et Esther avait l'air d'une enfant. Esther, voyant que la douceur ne fonctionnait pas, a dû utiliser la force. Elle a arraché le livre, et a donné un coup fatal à l'adversaire. De retour chez elle, elle a regardé la photo prise dans le livre, extrêmement peinée. Alors elle a commencé à jurer, tout en griffonnant sur le visage de ses parents adoptifs. Mais juste après, elle a soudainement commencé à regretter. Elle s'est précipitée pour essayer d'effacer les traits de stylo dessus, tout en répétant sans cesse « ne m'abandonne pas ». Elle avait encore un peu d'illusion sur ses parents adoptifs, espérant pouvoir retourner dans sa maison d'avant. Mais le malheur ne vient jamais seul. L'interrupteur a soudainement sauté et la maison est devenue sombre. Esther, effrayée, s'est immédiatement cachée sous la couverture. On ne sait pas combien de jours ont passé. Finalement, quelqu'un a ouvert la porte et est entré. Et la personne qui est arrivée est le père adoptif Marc. Esther, excitée, court pour embrasser son père adoptif. Mais le père adoptif ne croit plus à ce stratagème. Ensuite il critique Esther de ne pas causer de problème pour lui. Il s'avère que les gens de la bibliothèque ont trouvé le tuteur de Esther et ont dénoncé le comportement de vol de livres d'Esther. C'est pourquoi Marc est venu aujourd'hui. Esther explique qu'elle n'a pas fait exprès. Mais Marc ne l'écoute pas du tout. Ensuite, Marc ajoute un peu de nourriture pour Esther et la critique. Esther vit comme dans une porcherie. Pourquoi elle ne fait même pas l'effort de sortir les poubelles? Et le frigo dégage une odeur nauséabonde.
Esther explique que c'est à cause d'une coupure de courant, ce qui a gâché la viande dans le frigo. Ensuite Marc regarde le livre qu'Esther a volé, et tombe par hasard sur une photo, où ils sont ensemble, mais elle est déchirée. Il s'est mis en colère et a crié sur Esther. « Tu n'as toujours pas abandonné tes mauvaises intentions, n'est-ce pas? Tu veux toujours nuire à ma famille, n'est-ce pas ?» Esther voulait s'expliquer. Mais à ce moment-là, un appel téléphonique l'a interrompu. En répondant au téléphone, Marc en a profité pour rallumer l'interrupteur électrique. Après avoir raccroché, il s'est tourné pour prendre une photo d'Esther. Il a documenté la situation de la vie d'Esther. Ensuite, la situation de l'approvisionnement alimentaire. Finalement, il a demandé « Esther, as-tu tout ce dont tu as besoin ?» Esther a vu cela et n'a pu que répondre oui. Cette vidéo est la preuve que Marc a laissée, pour prouver qu'il est un tuteur responsable. Ensuite, Marc est parti précipitamment. Mais avant de partir, Esther lui a posé une question. La mère adoptive a dit que chaque enfant ne devrait pas être abandonné. Alors pourquoi m'exclure? Marc a répondu que « Tu n'es absolument pas un enfant ». Mais Esther, après avoir entendu cela, a demandé pourquoi elle n'a aucun souvenir avant ses 8 ans. Cette fois, Marc, après avoir entendu, a évité de répondre. Esther a supplié son père adoptif de la ramener chez elle, et a promis qu'elle obéirait à ses parents à l'avenir. Mais Marc, après avoir entendu cela, s'est mis en colère, et a dit que si dès le début elle avait obéi, et s'était comportée comme une enfant sage, alors les choses n'auraient pas évolué, comme elles l'ont fait aujourd'hui. Tout cela, c'est toi qui l'as provoqué, tu l'as fait et tu en assumes les conséquences. Après avoir parlé, Marc s'est retourné et est parti. Ensuite, Esther s'est rappelé des paroles qu'Hélène avait dites. Seules les personnes qui contribuent à la famille peuvent bénéficier de privilèges. Il faut travailler pour mériter des récompenses. Alors Esther a appris à nettoyer la maison, et à sortir tous les déchets dehors. Finalement, elle a amélioré son apparence. Elle pensait qu'il suffisait de faire des efforts pour changer, et recommencer à zéro, pour que ses parents adoptifs l'acceptent à nouveau. L'après-midi, elle a mis des vêtements d'adulte, et est retournée voir la vieille dame qui l'avait aidée. La dernière fois, elle voulait emprunter le téléphone à nouveau, mais après avoir appelé, elle a découvert que le numéro était déconnecté. Esther est retombée dans le désespoir, parce que la vieille dame devait travailler de nuit. Elle était déjà allée se coucher, laissant seulement Esther et son petit-fils. À ce moment-là, le garçon a dit « Si on ne peut pas appeler par téléphone, alors pourquoi ne pas aller directement la chercher ?» Esther a répondu qu'elle n'avait pas d'argent pour un taxi. À ce moment-là, le garçon a dit qu'il pouvait prendre le bus et qu'il pouvait aider Esther à payer. Après avoir indiqué leur destination au chauffeur, les deux montèrent dans la voiture. Ils discutaient et riaient joyeusement en chemin. Et pendant ce temps, Esther confia au garçon qu'elle avait en réalité tout juste 8 ans. Mais avant qu'ils ne puissent demander pourquoi, le chauffeur leur annonça qu'ils étaient arrivés. Cependant, en descendant de la voiture, ils remarquèrent que quelque chose clochait. Cet endroit ne semblait pas être près de la maison des parents adoptifs. Le garçon, en voyant cela, arracha la carte de visite de sa main. Esther. Il s'avère qu'Esther a indiqué la mauvaise station en montant dans le bus. Celle où ils devaient aller était la station sud. Mais maintenant, ils sont arrivés à la station nord, ce qui est encore plus éloigné que leur point de départ. Ils n'ont donc eu d'autre choix que de reprendre un bus pour rentrer. Après plusieurs changements de bus, les deux ont finalement réussi à arriver près de la maison des parents adoptifs. Mais il faisait déjà nuit. Et pire encore, le garçon a soudainement découvert. Une pancarte maison à vendre est accrochée à la porte. Ensuite, Esther aperçoit la meilleure amie d'Hélène. Elle s'avance pour lui demander où sont partis ses parents adoptifs. Mais cette dernière montre aussi de l'hostilité envers Esther. Après tout, Esther avait causé du tort à sa meilleure amie, et avait dit que la famille de son amie était partie à l'étranger. Alors le garçon à côté, en entendant cela, s'est mis en colère. Il avait gentiment aidé Esther à prendre un véhicule. Mais Esther l'a d'abord emmené dans la mauvaise direction, puis a utilisé un gâteau, un donut pour me convaincre de venir ici avec elle. Il est déjà tard, grand-mère doit être morte d'inquiétude. La femme, en l'entendant, réconforta le garçon, et lui dit qu'elle trouverait quelqu'un pour le ramener, et qu'elle s'assurerait qu'Esther ne lui fasse pas de mal. Ensuite, elle avertit Esther de ne plus avoir de mauvaises intentions, sinon elle appellerait la police pour la mettre en prison. Esther resta figée sur place, n'osant dire un mot de plus. Peu de temps après, les deux furent ramenés chez eux. La grand-mère du garçon était morte d'inquiétude, et la famille du garçon attendait aussi à la porte. Ils regardaient Esther avec des yeux étranges. Ensuite, la vieille dame s'est précipitée pour gronder Esther et l'interroger. « Pourquoi rends-tu le mal pour le bien ?» Esther s'excuse et veut expliquer.
Mais la vieille dame ne lui laisse aucune chance de s'expliquer. Ensuite, Esther retourne encore une fois dans la maison vide. Son petit corps avec le petit lit. Elle s'agenouille devant le lit pour implorer l'aide de Dieu. Elle voulait juste retourner à l'ancienne maison. Tôt le lendemain matin, ne sachant pas si sa prière avait été exaucée, elle pensait avoir mal vu, mais après avoir confirmé que ce n'était pas une illusion, elle a demandé avec excitation à sa mère adoptive si elle venait la chercher. Mais sa mère adoptive a dit qu'elle était venue pour chasser Esther. Plus précisément, les voisins voulaient la chasser, à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière. Les voisins se sont plaints et ont demandé qu'Esther parte. Alors la tutrice, sa mère adoptive, est venue la chercher. Hélène lui a fait visiter le lycée pour adultes. À partir de maintenant, Esther étudiera ici et obtiendra son diplôme. Ainsi elle pourra devenir indépendante, et ne plus dépendre de ses parents adoptifs. Mais la nouvelle adresse est devenue une petite maison. Mais pour Esther, monter simplement les escaliers était déjà très difficile. Sans parler de devoir être autonome. L'espace ici est plus petit et l'environnement est pire. Ensuite, Hélène a averti Esther de ne plus causer de problèmes, et surtout de ne pas prétendre être une enfant pour tromper les gens. Sinon, elle révélerait publiquement tout ce qu'elle avait fait auparavant. Hélène n'arrêtait pas de rappeler à Esther qu'elle était une adulte cruelle se faisant passer pour une enfant. Quand les gens demandaient, tu dois leur dire quelle mauvaise chose tu as faite. Par exemple, cacher un couteau sous le lit, mettre du poison dans le verre d'eau de ta mère adoptive, pousser ta mère adoptive contre une clôture électrique, et vouloir tuer tes frères pour les enterrer dans le jardin, et avoir un tempérament colérique et impulsif, et ainsi de suite. Peut-être qu'avant, tu pensais qu'Esther l'avait mérité, elle l'avait cherché, mais à ce stade, les choses semblent soudainement étranges. Hélène n'a cessé de souligner ce qu'Esther avait fait, comme si elle cherchait à laver le cerveau d'Esther. Et dans les récits d'Hélène, il y avait des déformations. Au début, Esther avait utilisé de l'eau de Javel, pas du poison. La petite avait dit qu'elle espérait que ses frères mourraient, mais elle n'avait jamais dit qu'elle voulait les tuer, et encore moins qu'elle voulait les enterrer dans le jardin. À ce moment-là, les détails et les dialogues ont soudainement perdu leur cohérence. Esther avait très peur. Elle s'est précipitée pour dire à sa mère adoptive qu'elle obéirait, qu'elle dirait ce que sa mère voulait qu'elle dise. Mais ces paroles ont immédiatement mis Hélène en colère. Elle a averti Esther de se souvenir que c'était la vérité, et non ce qu'elle voulait qu'elle dise. Finalement, Hélène est même allée plus loin. Ensuite, elle n'a cessé de laver le cerveau de sa fille, au point que la fillette de 8 ans pensait qu'elle avait 22 ans. Elle a même arrangé pour que sa fille aille à l'école secondaire pour adultes, et l'a forcée à vivre seule dans un bidonville. Peu de temps après, la pauvre Esther ne pouvait que ramasser des déchets, manger et son école était loin de chez elle. Pour Esther qui avait déjà un handicap à la jambe, c'était encore plus difficile. Elle ne pouvait se déplacer que lentement, en s'arrêtant souvent. Parfois, elle était aussi jalouse, avec les autres enfants accompagnés de leurs parents. Cependant, pour elle, c'était un luxe, en plus de ne pas avoir de déambulateur. Quelques jours passèrent. Les jambes d'Esther étaient déchirées et saignaient, et juste au moment où elle s'arrêtait pour se reposer, une femme s'est dirigée directement vers elle. À ce moment-là, Esther ne savait pas encore que cette femme allait devenir un tournant dans sa vie. Après avoir vu la blessure sur la jambe d'Esther, Sia lui a gentiment donné un pansement, puis a proposé de la conduire un bout de chemin, et la situation d'Esther lui faisait ne plus oser faire confiance à personne. Elle a donc refusé l'aide de Sia. Mais l'attitude de Sia était assez déterminée. Esther, voyant cela, n'a pu que dire ce que sa mère adoptive lui avait conseillé. Elle a dit qu'elle avait 22 ans. Elle souffre de nanisme, donc elle paraît petite. Mais à ce moment-là, SA a soudainement retenti avec quelques coups de feu. Après tout, c'est un bidonville. Le crime y est monnaie courante. Face à l'invitation finale de Sia, Esther a finalement changé d'avis. En chemin, Sia n'a cessé de demander des nouvelles d'Esther. Cela rendait Esther inquiète tout au long du trajet. Mais heureusement, elle est finalement arrivée en bas en toute sécurité. Mais en voyant la silhouette vacillante d'Esther, Sia a quand même décidé de descendre de la voiture pour l'aider. Malgré cela, monter les escaliers restait très difficile pour Esther. Elle a refusé à plusieurs reprises l'aide de Sia, parce que sa mère adoptive l'avait avertie avant de partir de ne pas fréquenter les autres, et de ne pas causer de problème, même pour quelques marches. Finalement, Esther n'a eu d'autre choix que de monter à genoux. Et dès qu'Esther a pris son cartable, Sia a soudainement demandé à emprunter les toilettes. C'était clairement un prétexte. Esther, en entendant cela, s'est immédiatement méfiée. Mais elle n'a pas pu résister aux supplications de Sia. Esther a finalement accepté. À peine entrée, Sia a commencé à inspecter partout, en regardant le réfrigérateur vide.
Elle a réalisé qu'Esther n'avait pas eu de provisions depuis longtemps. Alors elle a proposé d'emmener Esther faire des courses. Mais Esther dit qu'elle n'a pas d'argent pour acheter des choses. Mais Sia lui dit qu'il y a une carte de bien-être dans la lettre, probablement envoyée par l'agence de bien-être. Finalement, sous l'invitation enthousiaste de Sia, les deux sont allés ensemble faire des courses au supermarché. L'enthousiasme de Sia fait qu'Esther commence à lâcher sa méfiance. Mais jusqu'à la caisse, Sia invite soudainement Esther à dîner chez elle. Après avoir réfléchi, Esther a accepté avec Sia. Mais ensuite Sia a dit qu'elle voulait utiliser la carte de prestation d'Esther pour payer. De toute façon, elle avait déjà invité Esther à dîner. C'est alors qu'Esther a réalisé qu'elle avait peut-être été dupée. Mais après avoir bien réfléchi, elle a quand même sorti la carte. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le soir, en arrivant au garage, sa maison était une petite maison sombre et délabrée. Sia l'a rassurée en disant qu'il n'y avait rien à craindre. Maintenant, Esther était dans une impasse et n'avait d'autre choix que de suivre. Mais en ouvrant la porte, elle découvre que c'est totalement différent de l'extérieur. L'agencement de la maison n'est pas seulement très chaleureux, mais Sia a aussi adopté un groupe d'enfants. En voyant leur sourire, Esther baisse immédiatement sa garde. Après tout, la joie des enfants ne peut pas être feinte. Pendant le dîner, Esther a prié avec cette grande famille. C'est la première fois qu'elle ressent l'impression de la chaleur de la famille. Après le dîner, les autres enfants ont invité Esther à rester pour regarder un film. Esther, après avoir écouté, répondit instinctivement qu'elle devrait rentrer chez elle. Mais Sia lui dit que regarder un film de 2 heures ne posait pas de problème, et qu'après, elle la raccompagnerait en voiture. Peut-être parce qu'elle avait été seule trop longtemps. Esther désirait aussi cette chaleur familiale. Alors elle accepta. Dans une atmosphère d'harmonie et d'amour comme celle-ci, Esther s'endormit peu à peu. Jusqu'à minuit, elle fut réveillée par la conversation de Sia et de son mari. À propos de leur discussion, elle apprit que le mari travaillait dans une église. Le couple avait toujours aidé les enfants sans abri, et c'est justement pour cette raison que leur situation économique n'était pas bonne. L'attention de Sia envers Esther était sincère, mais utiliser la carte d'aide sociale de Sia était aussi une nécessité, et on peut voir qu'Esther a très peur de sa mère adoptive. Le lendemain, Esther a dormi profondément jusqu'à midi. Ensuite, Sia l'a emmenée à l'église où son mari travaille. Ils prient ici tous les jours, et ils montent sur scène pour partager leurs expériences, se motivant mutuellement. Mais qui aurait pu deviner qu'après la prière, Sia n'a pas ramené Esther à la maison mais l'a emmenée à l'hôpital. Sia a remarqué que la jambe d'Esther avait un sérieux problème. Donc j'ai voulu emmener Esther, faire examiner sa jambe. Mais Esther a très peur des médecins, alors elle a insisté pour ne pas entrer. Sia, après avoir écouté, a fermement dit que si elle n'entrait pas, elle devait descendre de la voiture et rentrer à pied. Finalement, Esther a dû céder, et après l'examen du médecin, il a immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. Esther ne ressemble pas à une fille de 22 ans, et son dossier médical montre qu'elle a déjà été prescrite une grande quantité de médicaments psychiatriques. Mais Esther se souvient toujours de l'avertissement de sa mère adoptive. Alors elle n'ose pas dire un mot. Voyant cela, le médecin ne peut que lui faire passer des examens d'imagerie d'abord, pour voir s'il y a des problèmes. Elle reviendra pour un contrôle dans quelques jours. En attendant, le médecin a suggéré d'acheter un déambulateur pour Esther, avec l'assurance maladie et l'allocation d'invalidité. Ça ne coûte pratiquement rien. Sur le chemin du retour, Sia a posé des questions sur l'allocation d'invalidité, mais Esther n'en savait rien. Il semble que les parents d'Esther ne lui aient jamais donné l'allocation. Donc Sia a suggéré qu'Esther ouvre un nouveau compte et déposer une demande pour que l'allocation d'invalidité soit transférée sur un nouveau compte, afin d'éviter que cet argent ne soit détourné par les parents adoptifs. Mais Esther a dit que tôt ou tard, les parents adoptifs le découvriraient et viendraient sûrement la chercher, et à ce moment-là, il serait impossible d'éviter une raclée. C'est alors que Sia a proposé que l'argent soit transféré sur son compte. Ainsi, les parents adoptifs viendraient uniquement la chercher, et ne chercheraient pas Esther. Bien qu'Esther soit aussi un peu inquiète d'être trompée, mais après avoir eu des contacts précédemment, et en plus d'avoir été seule trop longtemps, elle décide de faire confiance à Sia. Une fois après cela, ils sont allés à l'autorité compétente pour finaliser le changement de compte de réception d'argent. Après cela, Esther commence à s'intégrer progressivement dans cette grande famille. Même un sourire rare apparaît sur son visage. Mais juste après, elle retient soudainement quelqu'un. L'apparition d'une voiture lui rappelle sa mère adoptive. Elle est tellement effrayée qu'elle se retourne pour fuir, même si elle sait que ce n'est qu'une voiture de la même marque. Quelques jours plus tard, il retourne à l'hôpital.
le médecin leur a expliqué clairement que le cartilage de croissance d'Esther n'était pas encore fermé. En d'autres termes, elle ne peut absolument pas avoir 22 ans. Elle est vraiment une enfant. Ensuite, le médecin ouvre la porte et appelle un détective. Il enquête sur les affaires de trafic d'enfants. La dernière fois, le médecin a remarqué quelque chose d'anormal. Donc après avoir obtenu les résultats des tests, il a immédiatement appelé la police. Car le dossier d'Esther montrait qu'elle était adulte, et qu'elle avait reçu une grande quantité de médicaments psychiatriques, en plus de l'allocation d'invalidité qui avait été transférée au nom de Sia. Donc le détective soupçonnait le couple Sia d'être impliqué dans le trafic d'enfants. Sia a expliqué qu'elle avait aidé beaucoup d'enfants, mais le détective pensait qu'elle le faisait pour l'argent, allocation. Ensuite, le détective a interrogé Esther. Mais Esther s'est rappelée de sa mère adoptive manipulatrice. Esther n'a absolument pas osé dire la vérité. Elle répétait sans cesse les paroles que sa mère adoptive lui avait imposées. Voyant Esther sombrer de plus en plus mentalement, le détective a dû arrêter de poser des questions, et il n'avait pas de preuves concrètes pour arrêter le couple Sia. Il n'a eu d'autre choix que de les laisser partir. Mais avant de partir, le détective a donné une carte de visite à Esther, en disant que si jamais Esther avait besoin d'aide, elle pouvait l'appeler à tout moment. Mais les ennuis n'étaient pas encore terminés. Sur le chemin du retour, Sia a reçu un appel, et c'était finalement la mère adoptive qui appelait. Elle a averti Sia qu'Esther était très dangereuse, et qu'il valait mieux éloigner les enfants de la maison d'elle. Après avoir entendu cela, Sia avait peur de blesser Esther. Si agitée qu'elle est descendue de la voiture pour répondre au téléphone, sous le lavage de cerveau prolongé de sa mère adoptive. Esther se sentait aussi très dangereuse, pour ne pas impliquer les autres. Elle est descendue précipitamment de la voiture pour s'enfuir. En s'enfuyant, la douleur dans ses deux jambes lui rappelait le passé. Hélène ne contrôlait pas seulement l'esprit d'Esther, mais Esther devait aussi endurer les épreuves de sa mère qui la forçaient à marcher sur des cailloux. Esther n'avait pas besoin de marcher sur le chemin de gravier pour apprendre à marcher. Même pas de chaussures, même pas du tout. Jusqu'à ce que ses pieds soient blessés par toi. Ses chaussettes étaient tachées de sang. Le temps a passé et il faisait nuit. Sia a trouvé Esther sous un grand arbre. Esther a demandé ce que sa mère adoptive lui avait dit. Comme prévu, ce n'était que des calomnies contre Esther. Esther a essayé de s'expliquer. Sia l'a rapidement rassurée en disant qu'elle croyait en Esther. Mais le lavage de cerveau de la mère adoptive était trop profond, ce qui faisait qu'Esther se sentait toujours comme une mauvaise personne, totalement indigne d'attention et d'amour. Mais Sia disait qu'elle aimait vraiment Esther. Elle était prête à avoir une confiance absolue en Esther. Je suis croyante, donc je ne mens pas. Les enfants et Esther ressentaient aussi la différence entre Sia et la mère adoptive. Finalement, elle abandonna complètement ses défenses intérieures, et suivit Sia. À la maison, elle accepte que Sia l'aide à se laver. Le lendemain, il participe à la prière, et Esther décide aussi de faire face courageusement à tout. Elle prend donc la carte de visite que le détective lui a donnée. Ils se rendent ensemble au poste de police. Le détective, après avoir clarifié toute l'affaire, trouve rapidement une percée. Bien que le dossier de changement d'âge d'Esther soit scellé au tribunal, le testament ne peut pas être obtenu. On ne peut donc pas dire que la décision de changer l'âge soit mauvaise. Mais on peut dire que le processus de décision est erroné. Pour simplifier, si les parents adoptifs ont déterminé qu'Esther était adulte, alors pourquoi, en modifiant son âge, n'y avait-il ni avocat, ni juge présent? C'est un droit légal pour un adulte, et les parents adoptifs ont clairement cherché à l'éviter. Ces choses-là ont conduit Esther à l'hôpital psychiatrique, sans suivre les procédures normales et légales. Il suffit d'obtenir ces dossiers. Cela prouvera qu'Esther était encore une enfant à son arrivée, mais qu'elle est devenue adulte en sortant. Ainsi, le jugement déclarant qu'Esther est adulte sera annulé. Elle pourra retrouver son statut d'enfant. Après avoir vu une lueur d'espoir, Esther a finalement souri. De l'autre côté, les anciens parents adoptifs ne sont toujours pas au courant que leur famille a déménagé au Canada il y a près d'1 an, depuis que Mark, par choix, est devenu homme au foyer. Et le plus ironique, c'est Hélène. Elle s'est appuyée sur son image d'amoureuse des enfants handicapés pour devenir célèbre. Elle parcourt le monde chaque jour pour donner des conférences et participer à des émissions télévisées, mais son travail est très prenant. Cela a également fait que les sentiments des deux époux se sont de plus en plus estompés, jusqu'à un jour où ils ont reçu une notification officielle du tribunal. La nouvelle mère adoptive de Sia
avait déposé une demande pour changer l'âge d'Esther à 8 ans. Mais comme Marc et Hélène sont les tuteurs légaux, ils ont le droit de rejeter directement la demande du tribunal. Et le couple l'a fait. Ainsi, dans les jours suivants, Sia n'a cessé de déposer des demandes. Le tribunal n'a cessé d'envoyer des lettres. Et Marc a fait une exception en rejetant une fois. Cette bataille acharnée a duré 3 ans. Au début, Marc pensait que l'affaire allait traîner indéfiniment. Mais jusqu'à un jour, la notification que Marc a reçue s'est transformée en convocation. La famille Sia a déposé une demande pour devenir les nouveaux tuteurs d'Esther, c'est-à-dire adopter officiellement Esther. Au début, Marc était très content. Il pensait ainsi pouvoir échapper à Esther, et ne plus recevoir ses lettres interminables. Mais Hélène, très observatrice, a remarqué quelque chose d'anormal. Auparavant, ils pouvaient rejeter les demandes, parce qu'ils étaient les tuteurs légaux d'Esther. Mais une fois qu'ils perdent leur statut de tuteur, le nouveau tuteur fera en sorte qu'Esther redevienne une enfant. À ce moment-là, il pourrait porter plainte devant le tribunal. Les enfants ne sont pas encore en âge de majorité. À ce moment-là, tout sera détruit. C'est alors qu'Elon a contacté son ami avocat là-bas et a demandé à Marc de retourner rencontrer l'autre partie. Et l'avocat a rapidement découvert le point clé. Il a demandé à Marc s'il avait des preuves pour démontrer qu'Esther était majeure. Sinon, changer son âge serait illégal. À ce moment-là, ce sera très défavorable pour eux. Mais Marc a dit qu'ils avaient trouvé un médecin pour diagnostiquer. Donc le médecin pourrait témoigner pour eux. Et ils ont encore des documents à la maison, falsifiant l'identité d'Esther. Elon pourrait les photographier et les envoyer. Cependant, cette action a eu une récolte inattendue. Marc a découvert dans les documents envoyés qu'il y avait aussi une photo sexy d'Elon. Mais sa femme ne l'avait pas laissé la toucher depuis longtemps. Ce n'est clairement pas pour lui montrer. À ce moment-là, Marc réalise qu'il a été trompé. Le soir, il s'assoit dans sa voiture, très confus. Il veut appeler sa femme pour demander des explications. Mais il a peur qu'elle lui dise la vérité. De toute façon, il n'a pas de travail. Après le divorce, il n'aura plus rien. Mais à sa grande surprise, alors qu'il hésite, sa femme l'appelle spontanément. Cependant, après la connexion, Hélène a encore un ton très mauvais. Voyant cela, Marc ne fait plus semblant. Il interroge furieusement sa femme sur cette photo. Mais face aux questions de son mari, Hélène lui dit de se calmer et de ne pas s'énerver. De toute façon, sans moi, tu ne pourrais pas survivre. En fait, leur mariage est depuis longtemps, uniquement de nom. C'est seulement à cause des 3 fils qu'il a duré jusqu'à maintenant. Ensuite, Marc est allé au bar pour boire et se consoler. Mais elle a rencontré par hasard un ancien collègue. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'autre venait de divorcer récemment. Finalement sous l'effet de l'alcool, ils se sont choisis mutuellement. De l'autre côté, Esther rédige également son rapport. Mais chaque fois qu'elle pense à Marc et Hélène, elle a peur. Elle s'inquiète de les rencontrer demain au tribunal, et de se rappeler ses expériences douloureuses, ce qui pourrait l'empêcher de bien se défendre. Chia a réconforté Esther après avoir écouté, et a dit que le détective avait dit que Marc et Hélène ne viendraient pas. Seul leur avocat prendrait la parole, avant que l'audience ne commence le lendemain. Toute la famille a touché Esther pour lui donner leur bénédiction, et a prié Dieu pour que tout se passe bien. Comme il s'agissait d'une audience pour authentifier le testament, principalement pour prouver que le processus de changement d'âge de Esther était erroné. Ceci n'est donc pas un procès officiel. C'est aussi pourquoi cela a jeté les bases des surprises, qui suivront après le début du procès. Marc et Hélène ne sont effectivement pas présents. L'avocat a suggéré que l'âge d'Esther avait été modifié arbitrairement. Non seulement son dossier personnel a été scellé, mais même elle ne sait pas quand cela a été changé. Mais l'avocat adverse a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un changement. Ce n'est pas arbitraire, mais basé sur le diagnostic du médecin, qui a pris cette décision. Et le médecin peut prouver qu'Esther n'est pas une enfant, car il a diagnostiqué qu'Esther avait des menstruations régulières. Et à l'hôpital psychiatrique, ils ont également diagnostiqué qu'Esther souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale, un diagnostic réservé aux adultes. Ensuite, l'avocat d'Esther a également présenté un rapport confirmant le diagnostic de plusieurs médecins. Esther est une enfant. Ajouté au fait que la procédure à l'époque n'était pas correcte. Lors du changement d'âge, Esther n'était pas du tout présente. Donc aujourd'hui, Esther a préparé un rapport. Mais juste au moment où elle allait parler, Marc a soudainement ouvert la porte. Il a simplement jeté un coup d'œil. Esther a été tellement effrayée qu'elle est restée figée. Comme mentionné précédemment, ceci n'est pas un procès officiel. Le juge a le droit de décider qui prendra la parole. Ainsi, il a permis à Marc de parler avant Esther. Il a d'abord fait un discours de justice.
Puis il a dit qu'il ne renoncerait pas à son statut de tuteur légal, d'une part pour empêcher Esther de nuire à d'autres familles. D'autre part, il espère qu'elle se relève d'elle-même, comme un adulte face à sa propre vie. Le problème, c'est que le juge semblait avoir entendu les paroles de Mark. Ensuite, quand Esther s'est avancée pour préparer son discours, le juge l'a immédiatement interrompu, et a dit qu'avec l'état actuel d'Esther, il serait préférable de ne pas modifier la garde, et qu'il ne changerait pas non plus son âge. Car selon lui, même si Esther était présente lors du changement d'âge, le résultat ne serait pas différent. Ces mots ont complètement brisé les barrières de défense dans le cœur d'Esther. Elle désespérément froisse son rapport, renonçant également au droit de recommencer sa vie. Puis le procès se termine. Sia et sa famille entourent immédiatement Esther pour la réconforter. Peu importe le résultat, Sia considère depuis longtemps Esther comme sa fille. Pour ne pas blesser Esther encore une fois, elle décide de ne pas faire appel. Leur famille peut encore vivre ensemble. Le détective Rice, bien que très en colère contre cette injustice, mais il ne peut rien faire non plus. Il décide de respecter la décision d'Esther, apprendre à tout lâcher prise. Jusqu'à quelques années plus tard, lui-même adopte une petite fille. Cela lui rappelle Esther. Il espère qu'Esther puisse être heureuse comme sa fille. Il pouvait être heureux comme un enfant. C'est pourquoi il a décidé de réexaminer l'affaire. En tant qu'individu, il s'est soigneusement rappelé la situation à l'époque. Si Mark ne s'intéressait pas à Esther, alors pourquoi aurait-il fait tout ce chemin pour assister au procès? Et aurait-il insisté pour ne pas renoncer à son rôle de tuteur, refusant même qu'Esther révèle son véritable âge? Il y avait sûrement un secret derrière tout cela. C'est ainsi que Rice a rendu visite au docteur Loren, a comparu devant le tribunal cette année-là, et a apporté un certificat de sortie de l'hôpital psychiatrique, indiquant clairement qu'Esther était normale, et qu'Esther n'avait toujours pas ses règles jusqu'à présent, ce qui prouve que le témoignage du médecin de l'époque était faux. Mais le médecin a soudainement changé de version, en disant qu'il n'avait rencontré Esther qu'une seule fois, et qu'il n'était pas spécialiste dans ce domaine. Au début, il voulait seulement aider, contacter d'autres spécialistes. Donc ils ont estimé l'âge d'Esther. Le médecin a peut-être réalisé qu'il y avait un problème. Alors il est devenu de plus en plus nerveux. Il a demandé à Rice s'il devait assumer une responsabilité. Rice a dit qu'il n'était pas encore sûr. Mais si on est intelligent, il vaut mieux noter le nom de ses médecins. Ensuite Rice a interrogé chacun d'eux. Mais sans exception, tous ont dit qu'Esther était une enfant. Ils ont finalement découvert que Mark et Hélène avaient des problèmes. Ils ont dit qu'il y avait des preuves légales démontrant qu'Esther était adulte. Mais les résultats des tests ont montré qu'elle était une enfant. Une semaine après avoir obtenu les résultats, Hélène et Mark ont quand même déposé une requête au tribunal pour changer son âge. En d'autres termes, le couple savait pertinemment qu'Esther était une enfant, mais ils l'ont fait quand même. Ce n'est pas un diagnostic médical qui dit qu'Esther est adulte, et qu'elle agit ainsi. La nature de savoir et de ne pas savoir est totalement différente. Et quand les médecins ont appris qu'Hélène et Mark avaient déposé une demande et écrit une lettre au docteur Loren, ils avaient même envoyé une autre lettre au tribunal auparavant, pour empêcher qu'il modifie l'âge d'Esther. Et c'est seulement à ce moment-là que Rice a compris ce qui se passait. Tous les médecins ignorent l'âge d'Esther. Il a été modifié depuis longtemps. Tous les médecins ont été dupés par Hélène. Mais jusqu'à présent, il manque des preuves décisives. Sinon, à ce moment-là, le couple pourrait tout simplement simuler, et rejeter toute la faute sur le docteur Loren. Heureusement, le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Rice a découvert Mark et Hélène. Divorcée, Hélène s'est appuyée sur son influence pour aller partout raconter que Mark est un voyou, impardonnable. Ainsi, Mark détesterait forcément Hélène. C'est maintenant le meilleur moment pour obtenir des preuves. Et, comme prévu, Mark a été contraint de partir les mains vides, et Hélène a obtenu la garde des 3 fils. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'elle interdit à Mark de les voir. Elle a même inventé des mensonges devant les enfants en disant que Mark commettait des violences domestiques, au point que ses enfants refusaient même de répondre au téléphone. Alors il a décidé de dévoiler les crimes d'Hélène, pour récupérer la garde de leurs 3 fils. Il a dit qu'Hélène maltraitait souvent Esther, et pas seulement en lui donnant de simples gifles, mais en la frappant de toutes ses forces avec ses poings. Quand ses poings étaient fatigués, elle utilisait ses coudes. C'était pour laver le cerveau d'Esther, en utilisant la douleur et la peur pour qu'elle s'en souvienne. Je suis un adulte, pas un enfant. En même temps, Mark a également tout avoué. Les 2 époux savent qu'Esther est une enfant. Il y a donc un enregistrement comme preuve. Ils ne pourront plus échapper à leurs responsabilités. Ce soir-là, Mark ne savait pas encore qu'il allait rencontrer une grande calamité.
Il se vantait toujours auprès de sa petite amie qu'il allait récupérer la garde de l'enfant. Mais à ce moment-là, sa petite amie a remarqué quelque chose d'inhabituel. Il a également admis qu'il était au courant dès le début. Si les accusations contre Elon sont établies, alors lui aussi deviendra complice. C'est à ce moment-là que Mark réalise qu'il ne peut qu'une fois de plus se ranger du côté d'Elon lorsque l'affaire est révélée. L'opinion publique s'enflamme, et la bataille juridique pour prouver son âge s'éternise à nouveau. Par intermittence pendant 8 ans, Esther a maintenant 16 ans. Elle a dénoncé les crimes de ses anciens parents adoptifs dans l'émission, et sous l'encouragement et le soutien de ses parents adoptifs actuels, elle a décidé de poursuivre à nouveau ses anciens parents adoptifs. Et maintenant, ses anciens parents adoptifs sont très inquiets, parce que les preuves d'Esther sont nombreuses. Mais les parents adoptifs n'ont aucun témoin valable. Selon la situation actuelle, leur priorité est de discréditer Esther, la décrire comme une personne ayant une personnalité antisociale extrêmement dangereuse. Et il faut aussi prouver que le couple est bon, et qu'ils ont toujours essayé de bien s'occuper de la vie d'Esther. Hélène a mentionné que l'agence d'adoption a falsifié des documents, qui ont été scellés, mais l'avocat a dit que cela ne pouvait que susciter des doutes sur l'âge d'Esther. Mais douter ne signifie pas confirmer. Même le fait qu'Esther harcelait ses camarades à l'école et a été expulsée était une invention d'Hélène seule. Le directeur de l'école peut le confirmer. Esther n'avait aucun problème à l'école, mais Hélène a soudainement fait les démarches pour qu'Esther arrête ses études, prétextant qu'elle pensait qu'Esther ferait du mal aux autres élèves. Et le médecin de l'hôpital psychiatrique est également intervenu pour témoigner qu'ils n'ont jamais diagnostiqué Esther a une personnalité antisociale. Au contraire, Hélène l'a toujours souligné. La vieille voisine d'autrefois l'a également confirmé. Esther demandait souvent de la nourriture et empruntait le téléphone. Elle emmenait même son petit-fils loin. Au début, elle était vraiment en colère, parce qu'elle pensait qu'Esther était adulte. Mais après avoir su qu'Esther n'avait que 8 ans à l'époque, tout pouvait être expliqué. Même le fait qu'Hélène ait été poussée contre la clôture électrique est faux. Elle est tombée toute seule pour jouer une scène. Et le propriétaire de la ferme a dit que la clôture n'était pas du tout électrifiée. Et Esther fait également face à un problème d'avocat. Comment prouver que ce couple apparemment gentil et aimable pourrait faire des choses aussi effrayantes? Le détective Rice a obtenu leur historique de communication, mais il n'y est presque jamais fait mention d'Esther. À ce moment-là, Esther a pensé aux réseaux sociaux, parce que Hélène est une personne qui discute souvent sur Facebook. Donc le couple sur Facebook doit certainement avoir des enregistrements. Alors l'avocat a immédiatement envoyé quelqu'un pour récupérer les enregistrements. En même temps, l'avocat de Mark lui a secrètement dit quelque chose. Si finalement ils perdent le procès, le procureur donnera à Mark l'immunité. À ce moment-là, Mark pourra témoigner contre Hélène, pour se protéger. De toute façon, l'objectif principal du procureur est Hélène. Ainsi, Mark pourra non seulement bénéficier de la clémence, mais aussi récupérer la garde de ses 3 fils. Quant à Hélène, elle veut entraîner son amie. Elle espère que son amie témoignera au tribunal. Esther. Mais son amie a dit que bien qu'elle soutienne beaucoup Hélène, elle n'a pas vu de ses propres yeux qu'Esther avait des problèmes. Hélène avait l'air très contrariée en l'entendant, mais elle n'a pas encore rompu avec son amie. Et en même temps, l'équipe de 5 avocats d'Esther travaille très efficacement. Ils ont obtenu l'historique des conversations des parents adoptifs. Bien sûr, les avocats des parents adoptifs ne sont pas en reste. Ils ont également pris note de ce point. La façon dont les 2 personnes utilisaient les mots dans leur conversation était extrêmement offensante. Cela suffit à prouver que les 2 l'ont fait exprès. Mais face aux questions de l'avocat, Hélène a encore rétorqué que c'était Esther qui l'avait blessée en premier. C'est pourquoi elle a dit ces mots en colère et vulgaires. L'avocat a demandé pourquoi il n'avait pas été franc dès le début. Ces preuves leur sont extrêmement défavorables. Le problème crucial est qu'ils doivent aller au tribunal demain. Et le pire, c'est que ce soir-là, toute la famille avait enfin réussi à se réunir pour dîner. Quand Mark a reçu une notification de l'avocat, la mère biologique d'Esther avait été retrouvée. Elle avait même publié un message affirmant pouvoir prouver qu'Esther était mineure, et qu'elle pouvait fournir un acte de naissance. En d'autres termes, ce procès était presque perdu d'avance. Il était temps de considérer l'option de l'immunité. Mais Mark regardait cette scène de complicité entre mère et fille. Tout à coup, je commence à hésiter. De toute façon, vous avez toujours fait confiance à votre mère. Si je remets Hélène en prison de mes propres mains, cela ne fera qu'aggraver la relation père-enfant. Donc, même si je récupère la garde, cela n'aura aucun sens. Au même moment, Esther a vu les nouvelles. Elle a découvert comment sa mère biologique l'a abandonnée. Parce qu'Esther est née non seulement avec du nanisme,
mais aussi avec de nombreux handicaps congénitaux complexes. C'est pourquoi le médecin a conseillé à la mère d'envoyer Esther à l'orphelinat, pour une enfant de 16 ans normale. On pourrait dire que c'était un choc comme un coup de foudre. Même les parents adoptifs actuels envisagent de ne pas lui en parler. Mais Esther a vu les nouvelles, et elle a traversé tant de choses sur ce chemin. Son esprit a depuis longtemps surpassé celui des gens ordinaires. Le lendemain, une affaire majeure attirant l'attention du monde entier a été officiellement jugée. Mais il y a 3 ans, Esther a échoué à demander un changement d'âge, et sa nouvelle mère adoptive, voulant la protéger, Esther n'a pas fait appel. Ce qui fait qu'Esther ne peut être reconnue que comme adulte. Ainsi, le procureur espère reporter le procès, pour ensuite se rendre auprès de la mère biologique d'Esther, à l'étranger afin de recueillir des preuves, qui permettraient de renverser la décision sur l'âge légal d'Esther. Mais l'avocat adverse a saisi cette opportunité. Il a fermement affirmé que c'était une tentative délibérée de gagner du temps, si Esther est vraiment mineure. Alors pourquoi il y a 3 ans, après avoir changé son âge, ils n'ont pas fait appel? Ils n'ont pas fait appel. Ce qui signifie que Esther s'est considérée comme adulte. Si elle s'est considérée comme adulte, alors Esther doit être reconnue comme adulte. Finalement, à cause de cette question de procédure ridicule, le juge a rejeté toutes les demandes du procureur concernant l'âge et temporairement reporté le procès pour que le procureur ait le temps d'ajuster sa stratégie puisqu'Esther avait précédemment abandonné l'appel. Donc toutes les accusations précédentes ont été annulées. Mais presque tous les événements se sont produits avant cela. En clair, il suffit maintenant d'avoir des preuves concernant l'identité d'enfant d'Esther. Ces preuves seront immédiatement invalidées. Par conséquent, ils ne peuvent poursuivre les anciens parents adoptifs que sur un point. C'est abandonner un adulte handicapé, physiquement et mentalement. Esther mentionne la possibilité de porter plainte contre ses anciens parents adoptifs qui l'ont maltraitée. Même si, de toute façon, la maltraitance n'a rien à voir avec l'âge. Et il y a aussi un historique de conversations Facebook comme preuve. Mais ce qui est désespérant, c'est que le détective dit que l'historique des conversations ne peut pas être utilisé, parce que ces éléments relèvent du privilège de confidentialité. Les coordonnées du couple étaient utilisables auparavant parce qu'Esther était mineure, mère adoptive, vient d'entendre des plaintes sur l'injustice du système. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Tout le monde est immédiatement tombé dans le désespoir. Mais juste après, le délai de l'audience a expiré. Donc ils ne pouvaient que continuer obstinément. Mais finalement, plus ils espéraient, plus ils étaient déçus. Tous les témoignages des témoins sont liés à l'âge d'Esther. D'abord, le directeur de l'école au tribunal, parce qu'avant le changement d'âge est en rapport avec l'âge invalide. Ensuite le médecin de l'hôpital psychiatrique au tribunal, parce qu'avant le changement d'âge est en rapport avec l'âge invalide +1. Ensuite, la vieille voisine d'Esther au tribunal, parce qu'avant le changement d'âge est en rapport avec l'âge invalide +2. Enfin, le docteur a prouvé que Esther n'était pas encore majeure pour aller au tribunal, car avant de changer d'âge et en rapport avec l'âge, tout est devenu invalide. Si on parle de désespoir véritable, cela ne pourrait pas être pire que cela. Enfin, dans une situation où toutes les preuves sont invalides, Esther a perdu de manière extrêmement absurde ce procès. Toutes les accusations contre ses anciens parents adoptifs, tous ont été déclarés innocents. Ensuite, la mère adoptive a voulu réconforter Esther. Mais contre toute attente, Esther était en colère, et a rejeté toute la responsabilité sur sa nouvelle mère adoptive. Elle a dit que si, au départ, Sia n'avait pas arrêté de faire appel, tout aurait été différent aujourd'hui. C'est la décision de Sia qui a détruit la seconde moitié de sa vie. Maintenant, légalement, elle est un monstre de 33 ans. Et critiquer Sia et Hélène, c'est la même chose. Mais malgré cela, Sia ne se fâche pas, et continue de réconforter Esther, en lui disant de ne pas se défouler sur ses proches. Cependant, Esther réprimande Sia. « Je suis déjà une femme adulte. Ce n'est pas à vous de me dire quoi faire. » Mais ces mots étaient vraiment blessants. Sia était très peinée en les entendant. Et finalement, elle n'a pu que partir en pleurant. Et après la fin du procès, bien que le verdict du tribunal ait été très injuste, de nombreux témoins ont pris la parole en faveur d'Esther. De manière privée, tout le soutien de l'opinion publique s'est également tourné vers Esther, tandis qu'Hélène a reçu une avalanche de critiques sur Internet. Elle a été tellement effrayée qu'elle a dû éteindre son ordinateur. Même sa meilleure amie, qui soutenait toujours Hélène. L'amour inconditionnel commence aussi à vaciller. Face à de nombreuses preuves, des années de sentiments entre eux se sont dissipées. À ce moment-là, même le fils aîné, qu'Hélène aimait le plus a choisi de vivre avec son père. Elle a l'impression que le monde entier l'a trahi.
Et le procès a rapidement conduit Hélène à tout perdre. Finalement, elle n'a eu d'autre choix que de retourner dans son village natal. C'est ici que le film se termine. Et le plus triste, c'est que ce film est basé sur une histoire vraie. Et en réalité, cette fille